Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera donc un update lecture. Mais avant toute chose, je tenais à vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année à venir. J'espère qu'elle sera riche en tout point, qu'elle vous apportera une bonne santé, beaucoup de bonheur, de grandes joies, de petites victoires, plein de petits détails de la vie qui font que c'est quand même chouette d'être en bonne santé et de profiter même si on a tous des petits tracas quotidiens. Je vous souhaite de pouvoir du coup vous éloigner de tout ce qui ne va pas pour pouvoir vous recentrer sur le positif, de vous contenter d'une belle lumière, d'une belle lecture, d'un sourire dans la rue et que plein de belles choses pourra vous arriver dans cette nouvelle année. Et voilà, je suis très heureuse du coup de continuer les vidéos en 2021, de vous avoir toujours plus nombreux avec moi et d'avoir toujours plus d'échanges. Ça a été un de mes grands bonheurs en 2020, donc vraiment merci beaucoup d'être encore là et voilà, j'espère que 2021 sera un petit peu plus chouette que 2020 et en tout cas j'espère qu'on sera encore ensemble. Aujourd'hui c'est donc un update lecture que je vais vous présenter et donc c'est le résultat de ma semaine un jour, un graphique que j'ai fait donc la semaine passée. Vous aurez donc le vlog samedi matin. En fait on était chez ma belle famille et du coup vu qu'on les voit pas souvent, que c'était en plus un contexte de fête avec le réveillon et tout ça, et bien je me suis dit que j'allais pas pouvoir vraiment lire des romans trop souvent. Enfin c'est un peu compliqué quand même d'être sur le canapé avec son livre alors qu'il y a tout le monde autour, c'est un petit peu impoli. Et puis j'aurais pas eu non plus beaucoup de temps à moi puisqu'on se couchait un peu plus tard avec les repas de fête, tout ça. Donc je me suis dit que c'était le bon moment de me faire une semaine, un jour, un graphique pour sortir un maximum de livres de ma pile à lire. En fait en ce moment je suis tellement dans les romans que j'oublie que j'ai plein de mangas qui m'attendent, j'ai plein de BD qui sont là depuis un petit moment et c'était quand même le bon moment de sortir tout ça. Et voilà, donc j'ai fait le challenge sur la semaine de vlog que vous pourrez regarder samedi. J'ai réussi à lire 7 graphiques et ça c'est plutôt chouette, même si des fois je faisais je loupais un jour et je le rattrapais sur le jour d'après quand j'avais un petit peu plus de temps, mais j'ai réussi à lire 7 graphiques et il y a eu 2 gros coups de cœur parmi ces lectures, donc je suis vraiment trop contente. Et j'ai quand même lu un roman et en fait j'ai lu 2 romans, donc ça n'a pas été des lectures folles, mais voilà, donc je vais commencer par les romans puisqu'il n'y en a que 2 et je finirai ensuite par les 7 graphiques. Le premier livre que j'ai lu n'est pas encore paru et sortira je crois le 26 janvier et c'est Les Cendres du Serpent Monde de Marine Sivan aux éditions Scrinéo, qui est donc ma première lecture de mon partenariat avec Scrinéo. C'est une maison d'édition que je ne connais pas très bien parce que j'ai lu uniquement 2 ouvrages mais que j'avais beaucoup aimé. C'était Le Secret de la Dame en Rouge. Vous vous souvenez, cette femme qui se déguise un petit peu en cartomancienne alors qu'elle peut voir dans l'eau et qui a de véritables pouvoirs dans un Paris au début je crois 19e, fin 19e je crois, et j'avais beaucoup aimé cette ambiance avec des résolutions de meurtres, ce côté un petit peu Whitechapel que moi j'aime beaucoup, et donc j'étais très heureuse de commencer ce partenariat avec Scrinéo. C'est donc la première lecture que j'ai faite dans le catalogue puisque la petite phrase disait que c'était un huis clos immersif et un peu sauvage puisqu'on est dans une jungle. Et on va donc suivre Eric qui a l'air d'avoir un passé un petit peu sulfureux, qui va être contacté donc par un homme pour les accompagner en fait dans la jungle pour aller observer la tribu des Nati, une tribu un petit peu indigène dont on comprend assez rapidement qu'Eric a un lien et un passif un petit peu avec eux. Il est donc connu pour savoir comment les approcher, pour connaître leur langue, et donc ce patron va l'embaucher pour le guider au sein de la jungle qui est très dangereuse avec son jeune fils ainsi qu'un garde du corps. Et donc cette petite troupe un peu mal assortie avec les tensions, les non-dits des uns et des autres vont aller s'engouffrer dans la jungle qui est tout ce qu'on peut imaginer d'une jungle inquiétante. Elle est moite, humide, chaude, il y a des crissements un petit peu partout, des feuilles qui se frissonnent à droite à gauche, l'impression qu'on est observé et tout ça, et ils vont essayer de parvenir à aller observer les Nati, et petit à petit on sent finalement que c'est une quête qui va au-delà de la simple observation des Nati. Et en fait ce qui est assez intéressant dans ce roman, c'est tous les liens entre les personnages, puisque
que le patron est venu avec son fils et on comprend qu'il y a énormément de tensions. Il y a des non-dits notamment avec l'épouse qui est devenue folle et qui a été enfermée dans un asile, donc beaucoup de rancœur entre ces deux personnages qui ne se comprennent pas du tout. Père et fils sont vraiment des étrangers. Il y a Eric qui en fait fait un cheminement personnel dans son histoire, puisqu'on comprend qu'il a tué une Nati alors qu'il avait été recueilli en fait par ce peuple. Donc on a un petit secret autour de ça parce que on se demande pourquoi quelqu'un qui semble si attaché à la culture de ce peuple indigène a finalement commis un meurtre envers quelqu'un qui l'a recueilli. Et puis il y a derrière les histoires personnelles qui vont faire qu'ils vont être un peu pourchassés à droite à gauche, qu'il y a des machettes qui vont être lancées à travers la jungle, des fléchettes dans le crâne, des attaques, il faut abandonner le campement et tout ça et tout ça. C'était une lecture qui était plutôt chouette, mais qui m'a pas passionnée. Elle m'a pas passionnée peut-être parce que le personnage d'Eric, je l'ai trouvé un petit peu égocentrique. Tout au long en fait de leur périple, eh bien il y avait cette redondance dans son secret, dans son lien avec les Nati, et j'ai trouvé qu'elle tardait trop à venir en fait. Après, c'est un bon roman qui est quand même assez haletant, on a envie de savoir comment ça va se passer. C'est une ambiance vraiment particulière qui est quand même bien décrite, bien établie, donc ça on peut quand même pas lui enlever. Et j'ai trouvé que niveau psychologie quand même c'était assez intéressant en fait, parce que ouais, c'est un peu voilà un huis clos psychologique, donc c'était quand même plutôt chouette. Je pense que c'est un bon roman pour la jeunesse, pour ceux qui aiment bien les Indiana Jones par exemple, tout ça. J'ai trouvé que vraiment ça faisait bien le job et il y avait un côté quand même assez cinématographique dans cette lecture que j'ai quand même beaucoup apprécié, mais ça n'a pas été un coup de cœur pour moi. Voilà, c'est une lecture qui va pas rester en moi très longtemps, mais je l'ai trouvée assez chouette et je pense que voilà, pour des adolescents, pour ceux qui aiment bien les films d'aventure et tout ça, vraiment c'est une très bonne lecture. Ensuite pour Noël, ma copine Léa du compte Instagram Léa Book Addict m'a fait parvenir un livre, et si vous avez regardé les vlogs, vous savez à quel point j'ai été relou avec ça. C'est donc la première intégrale de Virgin River avec le tome 1 et le tome 2. Moi j'ai lu uniquement le tome 1 et je dois vous avouer que j'ai pas eu extrêmement envie de continuer. En fait, quand j'ai pris ce roman de Virgin River, et je m'attendais à un roman cosy, cocooning, où on allait avoir, vous savez, ces romans d'ambiance que j'affectionne tant, avec cet esprit de petit village perdu au bout du monde, cette entraide entre les habitants et tous ces petits secrets qu'on se raconte autour d'une bonne bière dans le pub du coin. Voilà ce que j'avais en tête. On s'en approche, mais il y a quand même des éléments qui font que c'est une lecture où j'ai quand même pouffé de rire, d'agacement, quand même assez souvent. En fait, on suit Melinda, qui est une infirmière en fait qui travaillait dans une grande capitale américaine, je sais plus si c'est Toronto, non c'est pas Toronto, Washington ou je sais plus, qui en fait était marié à un médecin, donc Marc, c'était l'amour fou, lui était urgentiste et elle travaillait aussi dans les cas d'urgence, et un beau jour elle en a eu marre en fait d'avoir toujours ces situations traumatiques, d'avoir toute la peine du monde, les violences, les meurtres, les agressions, et donc elle s'est rapprochée du service obstétrique, et son mari du coup s'est fait assassiner dans un braquage dans une supérette dans la nuit qui a mal tourné. Il s'est fait exécuter, et donc elle est toute fraîchement veuve, elle a même pas réussi à avoir d'enfant avec Marc parce qu'elle avait visiblement un problème de fertilité, et elle décide de tout plaquer quand elle voit l'annonce à Virgin River d'une femme qui propose d'assister le médecin de Virgin River, qui est tout seul et un petit peu débordé pour tout le village, enfin toute la ville quand même, parce que ça reste une ville même si elle est perdue au milieu de la forêt, et en échange elle est hébergée dans un petit cottage super cosy qui a l'air très chaleureux, et elle se dit go, c'est ce qu'il me faut, je vais être au milieu de la forêt dans ce petit chalet, je vais profiter du calme, je vais plus penser à tout ce qui est arrivé dans la vie, et donc elle part. Et là c'est un peu vraiment comment dire, la déconfiture sur sa tête. Elle se rend compte que le petit cottage cosy est délabré, genre il y a des rats, c'est crade, c'est poussiéreux, on dirait un ancien squat qui a été à moitié détruit. Le médecin ne veut même pas d'elle pour l'aider, et en fait elle se rend compte que c'est même pas le médecin qui a fait cette annonce, mais une villageoise, une femme en fait de la ville qui du coup voulait aider le médecin et se mêler un petit peu de ce qui la regardait pas. Donc elle arrive dans cette ville, elle sait pas trop ce qu'elle fait là, sa soeur arrête pas de lui
lui dire en fait t'es complètement folle, t'es en train de péter un plomb, et elle se dit bah qu'est-ce que je fais, je pars pas, sauf que au moment où elle décide de partir, et bien un bébé est déposé devant la porte du médecin, et du coup bah l'infirmière va reprendre en fait l'ascendant sur sa raison, elle va rester et elle va être un petit peu bah voilà la femme qui va aider toutes les femmes enceintes, parce que voilà le côté obstétrique avec un vieux médecin de 80 ans, autant vous dire que les femmes préfèrent une femme du coup de 30 ans pour le faire. Et bah, on va suivre Melinda du coup qui va faire ses premiers pas dans ce village. Au début je trouvais ça assez sympathique parce que le médecin était un peu grognon, vous savez c'est le vieux grincheux qui veut pas d'elle et tout ça, donc je trouvais que ça a donné lieu à des situations assez cocasses, assez rigolotes. J'aimais bien son caractère, sauf que j'ai très vite déchanté parce que ça a un côté bouquin pour ménagère américaine de 40 ans que j'ai trouvé absolument insupportable. Le premier point qui m'a saoulée, c'est qu'on suit Jack, l'ancien militaire qui a fait l'Irak et qui est venu pour ouvrir son petit bar. Jack a la musculature incroyable, et alors là, on y va du ringard à fond. Déjà, lui, il se tape Charmaine. Alors, Charmaine, elle est décrite, et vraiment, c'est pas un jugement de ma part, c'est la description qui est faite, comme la vieille cougar américaine qui déborde de gras, c'est un peu ce qui est dit quand même, hein, qui met des vêtements beaucoup trop moulants, qui se maquille beaucoup trop, qui est vulgaire, et il se tape du coup Charmaine, et en fait, rien que la description qui est faite, je trouve qu'elle est hyper... elle est hyper un peu, enfin pas méprisante, mais vraiment Charmaine elle fait pas rêver. Donc on a les descriptions de scènes de cul entre Charmaine et Jack à base de coups de rein qui la font trembler, exalter de plaisir, enfin voilà, ridicule. Et ensuite Jack aperçoit Melinda, et alors là, les descriptions, elle avait une bouche en forme de cœur qui demandait à poser un baiser, une chute de rein à faire pâlir un homme du clergé. Et vraiment, je paraphrase quand même quelques trucs hein, que j'ai vu dedans, parce que je joue un petit peu la comédie, mais c'est des choses que j'ai lues. Et là, du coup, le mec, c'était le célibataire endurci, il la voit, et bim, direct, il lui a jamais parlé de sa vie. Hein, pour le coup, une femme, on tombe amoureux d'elle simplement parce qu'elle est belle. C'est vrai, bienvenue en 2021, eh bien il tombe fou amoureux d'elle et il va essayer de la convaincre de rester. Et donc il y a cette relation entre elles qui était quand même venue un peu au bout du rouleau, qui en 2 temps 3 mouvements va se laisser aller avec le fameux Jack. Et alors là, les descriptions de scènes de cul, c'était affligeant. C'était un mauvais harlequin des années 70 à base de plaisir qui inonde, de 90 orgasmes à la seconde, de coups de rein violents qui l'ont saccadé, machin. C'était un enfer, vraiment un enfer. C'est pareil, mais en fait c'est des petites notes, parce que moi je suis pas du tout contre les scènes de fesses dans les romans, ça me dérange pas si c'est bien fait. Mais alors le coup, le bel étalon et ses coups de rein qui la faisaient vibrer, mais c'est des trucs, enfin attendez quand même, je vais vous en retrouver, parce que vraiment, ah mais moi j'étais mort de rire, je les lisais à mon chéri tellement... Donc on a la description déjà pendant 10 pages de comment il lui titille les seins et lui mordit les tétons, ça c'est magnifique. Elle se mit à gémir avec volupté, un chant d'amour si merveilleux aux oreilles de Jack, et si familier, une passion à fleur de peau, un déchaînement de sens. Il sentit sa chair intime se contracter autour de son sexe. L'enfer. L'enfer, c'est juste l'enfer. Donc leur relation était ringarde à mort. Il y a un côté en plus vraiment de relations que je n'aime pas. Moi j'aime bien hein, les mecs qui tirent la gueule, les mecs un peu comment dire, pas qu'on laisse en dents, mais j'aime bien le jeu de séduction, ça me dérange pas. Mais alors là, c'est vraiment le cliché de l'ancien militaire qui a 46 fusils, enfin vraiment l'américain profond quoi. Par exemple, il voit la photo de l'ancien mari décédé de Melinda, et là il y a quand même une phrase qui dit il s'est dit que c'était quand même un bel homme, mais bon, jamais dans d'autres circonstances il n'aurait parlé ainsi d'un homme.
Ah bah c'est vrai qu'un homme ne peut pas parler d'un homme, c'est vrai qu'une femme ne peut pas parler d'une femme. On sait jamais qu'il ait l'air d'être un petit peu gay en disant qu'un homme est beau quoi. Non mais s'il vous plaît, enfin franchement c'était bas de plafond. Donc ça m'a vraiment agacée parce que du coup j'ai trouvé qu'en plus de ça sur ce premier tome, l'équilibre entre cosy, ambiance, les alentours et la relation Jack et Melinda était vraiment pas bon. On avait que ce côté Jack et Melinda qui était beaucoup trop là, beaucoup trop présent. Et moi vraiment ça m'a agacée parce que même les trucs en fait ça dure 6 mois, en 6 mois il se passe des trucs mais franchement hallucinants. Donc pas du tout aimé. Alors cela étant, Léa m'a dit que le tome 2 n'était plus du tout centré autour de Jack et Melinda. Donc j'ai bon espoir que peut-être le tome 2 m'apporte ce côté cosy avec voilà, parce qu'en fait il y a plein de choses intéressantes et il y a des sujets qui sont certes enfin on est dans une ambiance cosy un peu cocooning, enfin sauf pour les dans le lit parce que moi ça c'est bon, mais il y a quand même des sujets un petit peu graves parce que on est quand même à Virgin River au milieu de plusieurs élevages de marijuana, donc il y a des gens un peu malfamés qui traînent, il y a des situations un petit peu tendues, il y a ces espèces de grossesse, on a aussi beaucoup de personnages où on sent qu'ils vont amener leur lot de problématiques et ça c'est vraiment chouette. Franchement j'aime bien tout le reste des personnages, j'aime bien l'environnement, mais la relation de Jack et Melinda c'est non, c'est niette, c'est genre juste mauvais harlequin des années 70 que tout le monde va déposer chez Emmaüs parce que personne n'en veut quoi. Enfin là j'étais vraiment dépitée. Voilà, donc Virgin River, je vais quand même lire du coup la deuxième, enfin le tome 2 qui est dans mon intégrale, pas maintenant honnêtement parce que j'ai pas envie de me forcer, mais du coup ouais je suis vraiment déçue, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais et vraiment c'est un peu ouais le roman un peu chaud, un peu pour l'américaine de 40 ans, donc ouais. C'était pas trop ma came. Bon, on va passer au graphique. Là, il n'y a pas de souci. 2 scènes de fesses, de description de belles étalons qui donnent des coups de rein, qui inondent de plaisir. C'est bon, je veux plus lire ça en 2021. Mais on va quand même parler un petit peu hypersexualisation des femmes, mais c'est anecdotique. Et donc, dans ma semaine de graphique, j'ai pas mal lu de BD que ma copine Vina m'a prêté, notamment un comics que je voulais lire depuis super longtemps, mais en fait j'osais pas parce que bah, c'est quand même une longue série, les comics ça coûte cher, presque 20 € à chaque fois, et bah si ça me plaisait pas, c'est pas un livre, enfin un type de livre et un type de graphisme que j'ai l'habitude de lire, d'acheter, tout ça, donc j'étais un petit peu frileuse, et elle m'a prêté donc le premier tome de Lady Mechanica par Benitez et Steigerwald aux éditions Glénat Comics, et voilà, j'avais trop envie de lire parce que ce côté héroïne badass, mais le truc qui me refroidissait un petit peu, bah, c'est l'hypersexualisation de la femme. Alors il y a souvent dans les mangas et dans les comics aussi, mais genre la taille qui fait 2 cm et les boobs qui font 100 km autour. Voilà quoi, c'était pas du tout ce qui m'attirait à la base, c'est pour ça que j'ai été aussi longtemps frileuse, mais ça a été une chouette surprise et je dois dire que si comme moi vous aimez pas trop le côté gros boobs et tout ça, bah il faut savoir que c'est vraiment un bel ouvrage pour les femmes parce que c'est des héroïnes qui sont certes sexualisées dans le trait de crayon, mais extrêmement badass, donc je trouve que ça équilibre plutôt bien. En fait on suit Lady Mechanica qui est une femme mécanique, à moitié humaine, à moitié mécanique, qui un beau jour découvre dans le vieux Londres du 19e siècle une créature bah, mi-humain animal, mi-mécanique qui parle, et donc elle va essayer de le capturer pour bah, comprendre en fait d'où il vient et peut-être trouver un lien avec son origine, sauf qu'elle comprend très vite que je crois que c'est Catchpool que ça s'appelle, qui est un... comment ça s'appelle, ouais c'est Blackpool. Catchpool c'est un inspecteur dans Hercule Poirot, c'est pas grave. Blackpool en fait c'est un fabricant d'armes qui essaye d'être toujours plus dans la destruction, dans les armes massives, tout ça. Et bien il s'intéresse aussi à cette créature et elle comprend qu'il va essayer bah, de fusionner comme ça des humains avec des objets mécaniques pour créer bah, une armée ou quelque chose. Donc en fait on va la voir enquêter sur cette créature, elle va du coup rencontrer des anciennes personnes avec qui
c'est pas forcément trop l'amitié, et puis elle va découvrir aussi qu'une jeune femme en fait a été retrouvée morte et qu'elle aussi était mi-mécanique, et elle comprend qu'en fait cette jeune femme à la base elle était humaine, donc elle n'a pas été créée ex nihilo comme ça, elle a été modifiée par un inventeur, un savant fou, on sait pas trop. Donc on va découvrir en fait cet univers un peu glauque avec ce Blackpool qui est juste un fou dangereux avec ses inventions, son entourage, sa personnalité, la quête de ses origines, et c'est vraiment très chouette. Donc j'ai hâte de continuer parce que certes il était assez introductif, on découvre l'univers et tout ça, mais vraiment j'ai trouvé que c'était plutôt chouette, et puis l'univers graphique était quand même cool. Il y a des belles planches, je trouve que il y a des choses dans l'ambiance un petit peu steampunk comme ça que j'ai beaucoup aimé, donc c'est très chouette et je continuerai avec plaisir. Ensuite, j'ai sorti du coup une BD que j'avais achetée pour les 48 heures de la BD, qui est Les 4 de Baker Street par Gian-Étienne Legrand aux éditions Vent d'Ouest, et c'était plutôt chouette. Ça reste très jeunesse. En fait, c'est une BD qui suit 4 enfants qui sont, enfin non, 3 enfants et un petit chat qui en gros sont des gamins à mon avis sans famille, qui vivent dans la rue et qui travaillent un petit peu pour faire la petite main de Sherlock Holmes. Ils vont par-ci par-là recueillir des renseignements, gratter des infos, faire de l'espionnage un peu comme ci comme ça, et un beau jour eh bien l'amoureuse de l'un d'entre eux est kidnappée sous ses yeux. Il n'a pour indice uniquement un tatouage, en fait un petit peu un tatouage de gang qu'il a l'air de repérer sur la poigne de son ravisseur, et ils vont du coup enquêter pour savoir où elle est, si elle est en danger et tout ça. Et donc on va aller au travers de ce Londres un petit peu malfamé dans les vieux quartiers de Whitechapel, et ils vont essayer de découvrir ce qui lui arrive. Alors c'est très jeunesse, mais je trouve que pour le coup, même si le trait est légèrement cartoon, on n'a pas non plus déprécié la qualité narrative, et puis c'est quand même assez recherché parce que on va avoir tout un côté gang, on va aller se balader dans les vieux saloons, dans les quartiers malfamés avec les maisons closes et tout ça. Donc c'était plutôt chouette. La résolution de la disparition, elle avait rien de fou, mais c'est toutes les petites aventures, toutes les rencontres qu'ils vont faire, déambuler dans les rues sombres, dans la nuit de Londres. C'était vraiment chouette. Donc j'ai trouvé que c'était une petite BD agréable, surtout pour les futurs amateurs de Sherlock Holmes. Mais vraiment, moi j'ai apprécié, j'ai trouvé que c'était plutôt mignon. Donc ouais, c'était pas une lecture transcendante, mais en tout cas c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée, et si je trouve le tome 2 pas très cher, je le prendrai avec plaisir, notamment parce qu'en plus à la fin de celui-ci on a un petit extrait de la suite qui va tourner autour de Jack l'Éventreur, et moi j'adore Jack l'Éventreur, donc voilà, j'ai hâte de voir, mais vraiment c'était une bonne découverte. Ensuite, on passe à mes 2 gros coups de cœur de la semaine. Vraiment, je n'ai pas les mots pour ces lectures, alors je vais quand même essayer de vous en parler. Mon premier coup de cœur, c'est Malgré tout. Et c'était merveilleux, c'était vraiment merveilleux. C'est par Jordi Lafèvre et c'est aux éditions d'Argo. Et quel ouvrage incroyable. Déjà, graphiquement, c'est merveilleux. Il y a un côté vraiment très cinématographique en fait autour de cette BD, avec une utilisation des couleurs qui est assez fabuleuse parce que elle reflète beaucoup les sentiments et les émotions qui sont vécues, et le trait de crayon transmet un maximum d'émotions. En fait, c'est une histoire d'amour qui commence par la fin, qui commence par les personnages lorsqu'ils sont vieux, et rien que cette première planche, regardez. Le regard transmet tout l'amour par miroir en fait, et elle m'a bouleversée cette BD parce qu'en fait on suit Anna et Zeno, donc de la fin jusqu'au début, et j'ai trouvé déjà que c'était très intéressant d'avoir ce côté, on remonte comme ça dans le temps. C'est une manière très belle de raconter une histoire d'amour d'une nouvelle manière, et c'est une histoire d'amour particulière dont les thèmes m'ont vraiment bouleversée. Ça parle de l'amour avec des destins incompatibles, que parfois l'amour ne suffit pas forcément, et que si on essaye de forcer les choses avec des destins incompatibles, on finirait par soit se perdre, soit se détruire à deux. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans cette BD, c'est le côté assez terre à terre du parfois l'amour suffit pas forcément. Parfois les destins de vie sont trop différents pour en fait
perdurer et qu'on finirait par se perdre, et ça parle de ça, mais en même temps d'un amour qui subsiste toute une vie, qui reste aussi étincelant, douloureux et puissant que dès le premier regard. Et voilà, c'est vraiment une BD qui m'a bouleversée parce que voilà, c'est la première fois que je lis quelque chose qui fait autant écho à ma propre histoire et qui me bouleverse autant, parce que je pense que parfois c'est bien aussi de donner des visions terre à terre de l'amour, et celle-ci, eh bien, elle était assez intéressante parce que on a le marin qui rêve d'évasion, qui peut pas rester sur la terre, qui veut partir découvrir le monde, qui veut pas se poser, se marier, avoir des enfants, et à côté de ça on a Anna qui ne rêve que de monter en politique, de devenir mère, d'avoir un mari, une famille, une maison et un crédit à rembourser, entre guillemets, qui est très rationnel dans sa vie. Et les deux vont s'aimer de toute leur force, mais ils pourront jamais vivre ensemble en fait. Et c'est ça qui est incroyable en fait. C'est ça qui est très beau, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très réaliste et que ça donnait une vision qui peut faire écho à beaucoup de passages dans la vie de certaines personnes, et que montrer que parfois on a tous ces histoires de... Enfin voilà, dans les romances, il y a toujours quelqu'un qui abandonne quelque chose. Bah non, je vais arrêter d'être marin. Bah non, je vais pas retourner bosser dans mon cabinet d'affaires dans la capitale. Il y a toujours en fait un besoin d'abandonner une partie de soi pour pouvoir être heureux avec l'autre, et parfois c'est pas possible, et parfois il y a des regrets, et parfois on peut pas le faire parce que c'est aussi des parties de nous, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette consécration, c'est l'amour malgré tout en fait. Pour moi, c'est malgré tout ce qui nous oppose, on va quand même rester s'aimer toute notre vie, mais on pourra pas vivre ensemble. Et elle était bouleversante cette BD, vraiment, et elle était magnifique. Donc vraiment un gros coup de cœur. C'est une BD que je vais chérir très longtemps. Deuxième énorme coup de cœur, pour le coup c'est pas du tout dans les mêmes thèmes, et c'est donc Géante, qui est quand même une grosse BD par du coup j'arrive pas à lire, super, Devenay et Nuria Tamarit, aux éditions du coup Delcourt. C'est un magnifique ouvrage qu'il faut placer dans toutes les mains absolument, que ce soit les jeunes filles, les jeunes garçons, les filles, les garçons, les hommes, les femmes, les vieux, les vieilles, tout le monde. Il faut lire cette BD. Pourquoi? Parce que c'est une consécration merveilleuse du féminin, qui est forte, qui est intelligente, qui parle de plein de choses sur fond de contes, de mythologie et d'aventures un petit peu moyenâgeresques. C'était génial. J'ai adoré cette lecture que j'ai trouvée d'utilité publique. On suit Géante, ce gros bébé disproportionné qu'un couple de fermiers retrouve, un couple qui avait du coup 6 fils je crois, et donc ils vont adopter Céleste, leur première fille, sauf que Céleste, elle comprend qu'elle est différente, elle est trop grande, elle est différente, tous ses frères ont le droit d'aller dans le village, elle n'a pas le droit, elle est obligée de rester chez elle, de rester avec ses parents parce qu'elle peut pas partir découvrir le monde comme ses frères, et c'est ses aventures en fait, c'est sa découverte des autres, et la découverte des autres d'elle, c'est la découverte de sa féminité et de la différence des femmes. Et puis on va s'attaquer à plein de choses, on va s'attaquer au mythe de la sorcière, au mythe de la sirène par exemple, qu'on explique aujourd'hui avec beaucoup de raison et d'intelligence sur pourquoi ces mythes se sont créés, comment ça se fait. Et on va aborder plein de sujets autour du féminin et de la place de la femme. Et finalement, Géante, c'est plus montrer cette différence-là qui est illustrée, personnifiée par la taille de Céleste, mais c'est montrer la différence des femmes dans une société d'hommes. Et ça aborde plein de choses, mais surtout, ça les aborde d'un point de vue qui n'est pas moralisateur, qui est éducatif mais qui n'est pas vindicatif. Et ça, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié, parce que moi je me retrouve pas forcément dans les combats féministes qui sont très vindicatifs et qui tendent à faire perdre le but d'égalité pour avoir une supériorité de la femme. Moi, c'est quelque chose pour lequel je n'adhère pas. J'ai un peu du mal en fait avec certains écueils des combats féministes qui finalement prônent à faire une forme de sexisme inversé, et je pense qu'il y a des énormes combats à faire. Je suis la première à m'éduquer dessus et à essayer de faire avancer beaucoup de choses, mais je veux pas non plus qu'on tombe dans l'écueil inverse en fait, enfin, c'est ridicule. Et là j'ai beaucoup aimé ça. Il y avait cette partie là qui était assez intéressante en fait. On aborde aussi vraiment, oui, le
le féminin. C'est vraiment une consécration du féminin, quel qu'il soit, de la découverte des premières règles, de la maternité, du choix d'être enceinte, du choix de ne pas l'être, du choix d'arrêter une grossesse, d'avoir une maternité qui n'est pas évidente, de montrer qu'une femme n'est pas vide si elle n'enfante pas, de montrer que la place d'une femme, c'est pas d'enfanter. Mais tout ça, c'est fait au moyen de petites histoires, avec des rois despotiques, avec des villageois un petit peu, un petit peu révoltés. Il y a beaucoup de choses, il y a aussi une place considérable qui est donnée à l'éducation, s'éduquer, lire, apprendre, découvrir le monde pour ne pas rester borné. Et en fait, je trouve qu'elle est universelle, cette BD, elle a quelque chose de vraiment incroyable. Et je la conseille de la mettre dans toutes les mains, mais vraiment pas forcément que pour les jeunes filles. Pour les jeunes filles, c'est très chouette, mais il faut pas hésiter à la faire lire aussi à des garçons, parce qu'on lit bien, je sais pas, Jack et le haricot magique, on lit bien des histoires de géants, et bah... Donnez cette histoire de géante à un petit garçon et il en tirera tout seul les enseignements parce qu'ils sont naturels et vraiment c'est un énorme coup de cœur. Voilà, là c'est ma copine Estelle qui me l'a prêté, mais vraiment je pense que je vais aller me l'acheter parce que je l'ai trouvé génial et c'est une BD que j'ai envie d'offrir et que j'ai envie de diffuser. J'ai vraiment cette sensation, cette urgence à la passer de main en main et de me dire il faut vraiment qu'elle soit lue parce que c'était exceptionnel. Et graphiquement, au début je me disais c'est pas trop mon truc, et en fait il y a des planches qui sont vraiment super belles, très très enrichies, il y a beaucoup de détails, un beau jeu de couleurs, enfin vraiment ça se dévore. Moi j'ai adoré cette BD. Ensuite on passe au manga avec presque essentiellement des suites. Donc j'ai lu le tome 3 de Shadow House aux éditions Glénat. Pour le coup c'est presque le tome que j'ai le moins aimé parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais et ouais je pensais qu'on irait en fait sur autre chose. Sur le tome 2 on nous laissait en fait sur l'épreuve un petit peu des présentations où les ombres et les poupées vivantes du coup doivent montrer qu'elles sont prêtes à être en société et qu'elles sont bien compatibles avec le membre de la famille Shadow qu'elles doivent interpréter. Et en fait cette présentation du coup a viré en comment dire, en chasse un petit peu, en jeu dans un espèce de jardin un peu labyrinthe où il y a tous les aïeux un peu mystérieux qui sont en train de regarder depuis leur espace avec des caméras partout pour voir comment ils s'en sortent en fait. Et on va du coup découvrir les poupées qui vont interagir entre elles, qui vont essayer d'aller découvrir où est cachée leur ombre qui ont été enfermés, cachés, dissimulés, tout ça. Donc ça va être un peu cette espèce d'épreuve, un peu de tournoi où ils doivent aller récupérer leur ombre. Et en fait je m'attendais pas trop à ça et du coup j'étais pas trop dedans. Voilà, donc c'était pas mon tome préféré. Moi j'aime bien quand on est dans le manoir. Surtout je pense que dans le manoir il y a plein de choses à aller voir quoi. Déjà qui crée les poupées, quelle est cette ambiance hyper morbide. Donc voilà, je m'attendais à ça, donc du coup j'étais là... j'aurais aimé autre chose, donc voilà, mais ça reste quand même chouette et je lirai la suite avec plaisir. Dans les suites décevantes, il y a aussi eu le tome 5 de La Petite Faiseuse de Livres. Moi j'adore ce petit manga, je le trouve vraiment choupinou, mais là en fait j'aime bien ce manga parce qu'en plus je le trouve très éducatif. On apprend tout le processus de création du livre dans l'histoire également, et je le trouve toujours assez intéressant parce qu'on va apprendre comment faisaient les Égyptiens et puis on va la voir essayer de faire ses petites fabrications pour essayer de faire du papier. C'est toujours très chouette. Et je pense que pour des enfants, c'est vraiment hyper éducatif en plus de ça. Celui-ci, je pense qu'il peut être très 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 chouette pour des enfants, des adolescents, mais pour moi, j'ai rien appris parce que autant je connais pas la recette pour faire du papyrus, hein, ça c'est clair, mais autant la chaîne de production et le commerce, je sais comment ça fonctionne. Donc en fait, dans ce tome, on va axer le travail de Maïn et comment il s'appelle son petit là, mince, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas Luc. Bon bref, Maïn et le petit garçon, du coup, ils vont en fait axer tout ce tome autour du commerce, de la chaîne de production, de donner à la main d'œuvre, à l'intermédiaire, à la commission, les charges et tout ça. Donc je pense que ça peut être très intéressant pour des ados ou pour des gens qui sont pas éclairés sur le sujet de voir en fait les coulisses un peu de la mise en vente d'un produit fini. Mais pour autant, moi ça m'a rien apporté, donc je me suis un petit peu ennuyée dans ce tome. Mais bon voilà. Du coup, je vais continuer parce que vraiment c'est des tomes assez doudous, mais celui-ci j'étais là, oui bon ok, moi je sais comment ça fonctionne, c'est bon quoi, donc c'est un peu ce qui m'a manqué dans celui-ci. Enfin j'ai lu un premier tome d'une saga manga chez Pika, non c'est pas Pika en plus c'est Kazé pardon, qui s'appelle Cold Game, et ça a été une lecture
mitigée, j'ai pas été extrêmement emballée honnêtement parce que j'ai lu, en fait on suit Dame Alna qui est une jeune princesse d'un royaume qui doit aller épouser le roi du royaume E par pure alliance politique parce qu'en fait ils ont de plus en plus de conquêtes et ils menacent de prendre le territoire de Dame Alna et du coup son père l'envoie un petit peu là-bas pour se marier en se disant si elle est mariée là-bas politiquement il pourra pas venir attaquer notre royaume, sauf que Dame Alna elle accepte pas trop son sort. En plus de ça c'est une jeune princesse qui s'éduque aux arts martiaux, à l'escrime, qui aime bien s'habiller en mec et puis faire des trucs de garçon pour l'époque, et elle va donc décider d'échanger sa place avec Camilla, sa dame de compagnie, et de devenir du coup celle qu'on surnommera Violette, qui est en fait le garde du corps slash dame de compagnie de Dame Alna, donc sa dame de compagnie, qui vont arriver du coup dans le royaume. Et là elle va comprendre qu'elle a bien fait parce que c'est hyper glauque. En gros le roi du royaume E est décédé, son épouse du coup en place a été demandée en mariage par le roi succédant, sauf que le roi succédant c'était le frère du roi décédé. Donc le clergé s'est opposé en fait à ce mariage en disant que c'était incestueux. Donc le roi, pas dérangé, il s'est dit je vais en prendre une autre. Donc il en a choisi une autre, sauf que le clergé a refusé de l'approuver, donc il s'est dit ça fonctionne pas, je vais en prendre une autre. Donc il en a pris une autre. Et là il y a au moins 7 reines qui attendent d'être promulguées la reine officielle par le clergé. Sauf qu'il y a beaucoup de tensions dans ce royaume, le clergé se fait pendre sur la place publique, voilà. Et Dame Alna, cachée du coup sous la dame de compagnie de elle, elle va se retrouver au milieu de ça, et là c'est un vrai jeu de complot, de manigance, de mensonges, d'essayer d'éliminer les concurrentes et tout ça. Donc c'était plutôt chouette parce que je pense que ça peut amener à des situations assez cocasses et voilà, mais j'ai pas été transcendée par ce manga. Généralement, globalement, j'ai trouvé que voilà, le trait de crayon était pas foufou, il y avait pas des planches qui m'ont subjuguée, puis l'histoire, voilà, il faut voir comment elle va être gérée, mais c'était pas non plus le truc le plus incroyable que j'ai pu lire. Je pense que ça peut être chouette vraiment parce que ce côté, il y a 7 reines et puis il y a plein d'alliances politiques et tout ça, je pense que ça peut effectivement être très sympa, mais ça m'a pas transcendée. Voilà, donc du coup j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, je le lirai, mais voilà, je sais d'avance que ça sera pas un truc, à part si ça devient énorme, hein, mais voilà. Peut-être que si ça va sur un truc un peu Game of Thrones, ça peut être chouette, mais voilà, ça n'a pas été un début fulgurant quoi. Voilà, c'est tout pour cette update lecture qui a été somme toute relativement très long. J'avais pas mal de lectures à vous parler. J'espère que ça vous aura plu, que vous êtes motivés pour la semaine à venir, que vous avez prévu de chouettes lectures. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me mettre en commentaire les ouvrages qui vous tentent, si vous en avez déjà lu et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager vos petits moments de visionnage sur Instagram, je les repartage tous en story. Ça me fait toujours trop plaisir et ça aide mon compte. C'est super important de soutenir les créateurs de contenu que vous aimez beaucoup. En tout cas, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite.